Je n'ai reçu qu'un seul conseil dans ce métier. Si tu ne fais pas rire, tu devras coucher pour réussir. Donc si vous vous marrez pas, voici le corps avec lequel vous allez coucher ce soir. Tu veux bien allumer la salle, Yvonique, s'il te plaît? Je veux voir un truc. Non, mais je vais essayer de vous faire marrer. Hein? Non, je pense que ce sera plus propre pour tout le monde. Vraiment, non, éteins ça, parce que physiquement, c'est difficile pour moi, là. Ah oui, pardon, je me présente. Je m'appelle Thomas Delaporte. Alors, Delaporte, c'est s'écrit en 2 mots, puisque le de Delaporte, c'est une particule. Bon, ça ne change rien pour vous, c'est juste pour qu'on soit clair sur qui est où socialement ce soir. Noble et gueux, ça c'est vous. Voilà. Alors je précise, quand je dis noble, on a aussi une hiérarchie dans la noblesse. Tout en haut, vous avez le roi. Alors le roi, c'est la Rolls-Royce des nobles. Ensuite, vous avez les ducs. Là, on est plutôt dans la Mercedes. Moi, dans ma famille, on est Banneret. Banneret, c'est la Fiat Punto de la noblesse. Ouais, parce que la particule, c'est un truc en plus que j'ai, qui brille, mais qui n'est pas franchement utile. Tu vois, c'est un accessoire pour faire du tuning de nom de famille. En fait, j'ai une particule, mais je suis comme vous. On est pareil. On est tous des puntos. C'est juste que moi, j'ai des gens talus. Et j'ai choisi ce métier d'artiste parce que j'ai 3 qualités qui me semblent indispensables. Je suis ambitieux, je suis mégalo, et je suis prêt à laisser toute dignité au placard pour réussir. Parce que je veux réussir. Faut pas que j'échoue. Vous savez ce qui deviennent les artistes mégalos ratés? Non, pas tous en même temps. Ils deviennent dictateurs. Staline, il voulait devenir danseuse. Si, tu lui mets un juste au corps, c'est Freddie Mercury, pense-y la prochaine fois. Il n'a pas été pris au Bolchoï. Vexé, il déporte ses opposants, il affame des millions d'Ukrainiens, et à partir de là, il s'exporte à l'international, Staline. Pinochet, au Chili, lui, voulait devenir humoriste. Il n'a pas été programmé au Festivalo Justo por Riro de Santiago. Bon, vexé, il a fait un coup d'État, il a imposé la torture systématique, et à partir de là, il a cartonné, Pinochet. Il remplissait des stades, le mec. Alors, vous constaterez que les artistes mégalo-ratés sont très souvent des hommes à moustache. T'imagines si Brassens n'avait pas réussi dans la musique? Il serait devenu président, le gars. Et c'est lui qui aurait chanté l'hymne national, en plus. Elle est à toi, cette prison, toi l'opposant qui sans façon, pour avoir contesté ma loi, se fera arracher les doigts, au guet, au guet. Plus ils sont vexés, les artistes mégalo-ratés, plus ils réagissent de façon excessive. Hitler, c'est excessif. Non, vous, apparemment, ça vous a pas plus dérangé que ça. Non, mais ça me permet de vous situer idéologiquement, c'est intéressant. D'accord, je vais reculer un peu, ça vous embête pas. Voilà. Hitler, je rappelle, il voulait juste devenir peintre au départ. Mais il n'a jamais été pris aux Beaux-Arts. Du coup, vexé, il déclenche une guerre mondiale et un génocide. Non, là, beaucoup trop excessif, il a fini par faire un four. Et surtout, point commun à tous les artistes mégalos ratés, c'est toujours le public qui finit par le payer. Et on commence par le premier rang. Tu peux opiner du chef comme on dit. Bon, alors c'est pas systématique non plus. Non, parce que cette théorie se vérifie à chaque fois. Il y a quelques anciens gagnants de la Star Academy qui auraient déjà lancé un conflit nucléaire mondial. Est-ce que vous vous rappelez de Cyril Sinélu qui a gagné la Starac en 2006? N'ayez pas honte, ceux qui s'en rappellent. Hein, Quentin Mosiman en 2007. Bachar al-Assad en 2008. Eh ben oui, personne ne se rappelle. Il a gagné, le gars. Et il avait prévenu le jour de la finale. Il avait fait une très belle reprise de Francis Cabrel, chanteur à moustache, qui a réussi pour le coup. Je suis un président issu d'une dynastie. Avant moi, mon papa terrorisait la Syrie. Moi, j'aime voir mourir. Si tu me contestes, je t'envoie mes soldats. Si tu manifestes, je bombarde chez toi avec le sourire. Moi, j'aime voir mourir avec le sourire. Tu te dis, on aurait acheté son single, on n'en serait peut-être pas là. À quoi ça tient, finalement? En tout cas, j'espère que vous avez compris le message. Parlez de moi autour de vous pour que ça marche. Ah non, sinon, dans moins d'1 an, ici, c'est la Corée du Nord.
Et rien qu'au niveau coiffure, vous n'aurez pas envie de vous marier. Surtout les filles. Hein. Le petit bol court comme ça sur une fille, c'est pas beau. Hein. Je préfère le dire tout de suite. Alors souvent on demande aux humoristes, mais pourquoi l'humour? C'est vrai que c'est une question qu'on se pose. On a tous des raisons très différentes. Moi, il y a mes origines parce que je suis pas que noble. Non. Je suis breton briéron. Oui, ça fait souvent cet effet-là. Alors la Bretagne, tout le monde connaît la Bretagne. C'est-à-dire que tu parles de la Bretagne n'importe où, tout le monde connaît la Bretagne. En même temps, tout le monde a déjà eu un pot de bourré à 13h, donc je pense que tout le monde connaît la Bretagne. Mais la Brière, qui par applaudissement ce soir ne connaît pas la Brière? Qui ne connaît pas? Alors pour ceux qui ne sont pas sûrs, quand je vais expliquer, géographiquement, la Brière, c'est un grand marais qui se trouve au nord de Nantes. C'est la plus grande réserve départementale de consanguins. Et c'est de là que je viens, voilà. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un consanguin, bah, vous demandez à vos parents. Hein. S'ils se regardent et qu'ils ne vous répondent pas, c'est qu'on est cousins, par contre. Parce que oui, c'est une grande famille, la consanguinité, ça qui est pratique. Dans le pourquoi l'humour, il y a aussi des raisons beaucoup plus intimes. Chaque humoriste a un traumatisme originel qui l'a amené à prendre la vie avec le sourire. Le rejet d'un père, une homosexualité persécutée, le fantasme mal assumé pour le fist fucking sur les singes en plus. Oh, Jean-Marc. On a tous nos raisons. Moi, c'est ma première histoire d'amour qui m'a amené à l'humour. Une souffrance, une déchirure. J'avais 8 ans, lui 48. Tonton Thierry. Ah, non, très gentil. Non, il était vraiment très gentil. Parce qu'il a toujours cette phrase merveilleuse hein, quand il se retirait. Il disait non. Délicatement. Mais il disait toujours, tu sais, dans la vie, il y a toujours des gens qui essaieront de te baiser. Et bah toi, au moins, t'as reçu une formation. Alors je vous le dis direct, c'est un diplôme qui n'est pas reconnu par l'État, ça par contre. En revanche, dans le privé, ils sont vachement demandeurs avec ce genre de formation alternative. Hein. Ah, j'ai postulé pour un poste d'enfant de cœur, j'ai été pris direct. C'est vrai qu'un tel CV à 10 ans, c'est plutôt alléchant. Ouais. On va passer à autre chose tout de suite, je sens que ça crée une tension, un petit clivage dans le public. Non, bon, ça va. Alors, dans le pourquoi l'humour, j'en ai parlé... Il y a aussi, évidemment, on a envie d'être aimé. Et je crois ce soir que vous m'aimez. Oui. Oh, vous forcez pas, sans déconner. Au moins mon oncle, lui, m'aimait. À sa manière, peut-être. Mais il m'aimait. Alors, ceci étant, j'ai un avantage génial hein, pour réussir dans l'humour. Je suis quand même issu d'une minorité visible. Les blonds aux yeux bleus, on est de moins en moins, en fait. Je me plains pas, hein. On a eu du succès. C'est vrai que notre apogée, c'était entre 33 et 45. Je veux dire, on était là, on gazait. Ouais, trop excessif, limite. On sait pas. C'est dur, hein, l'humour, aujourd'hui. On sait plus où sont les limites, justement, de l'humour. Enfin, on sait, c'est compliqué de trouver. Tu vois, nous, les humoristes, on est obligés de tester des blagues tout le temps. On teste des blagues. Hein. On écrit nos spectacles, on teste des blagues. On va sur les scènes ouvertes, les plateaux, on fait des concours, des festivals. Mais les concours... Les plateaux, c'est pas l'endroit idéal pour tester une vanne, pour être sûr qu'elle fonctionne. L'endroit parfait pour tester une blague, c'est les réseaux sociaux. Facebook. Vous connaissez Facebook? Oui. Vous savez, ce truc où il n'y a que des gens qui peuvent pas être dans les hôpitaux psychiatriques pour raison de sécurité. C'est virtuel, mais ça reste violent. Les gens sont dingues, insultes, menaces de mort. Il y a même des gens qui vont jusqu'à te bloquer. Tu peux plus être leur ami Facebook. C'est la mort sociale. Et moi, je teste des blagues sur Facebook, et un jour, je me suis dit, je vais faire une blague sur un sujet où, normalement, les gens vont pas s'énerver. Pas de clivage, la cuisine. C'est pas un sujet brûlant, la cuisine. Il n'y a pas de débat enflammé en cuisine. Le seul débat qui anime la cuisine, c'est pour ou contre l'île flottante. D'ailleurs, par applaudissement, qui mange des îles flottantes ici ? C'est à cause de vous qu'ils en font encore. Hein. C'est pas une arnaque absolue. Un jour, un gars prend des blancs en neige, les met dans de la crème anglaise et dit « Tiens, on va vendre ça 4 balles. » Et tout le monde a fait « Ah oui, c'est délicieux. » Non, c'est de la merde. D'accord ? Je sais que c'est un combat que je suis assez seul à mener. J'en ai conscience.
J'ai créé un groupe Facebook contre les îles flottantes. Hein. On est 2, mon gars, ouais, bien sûr. Mais je ne désespère pas. Enfin, en tout cas, c'est un combat que je mène. Et donc, je me suis dit, je vais faire ma blague sur la cuisine. Alors, j'ai fait une blague précisément sur Paul Bocuse, qui venait de mourir, c'est vrai. Non. Enfin, Paul Bocuse est mort. Je rappelle quand même qu'il avait 91 ans, hein, comme on dit dans la restauration. Oula, il est temps de débarrasser la table. Et donc Paul Bocuse est mort, et j'ai fait cette blague sur lui. Je me suis dit, je vais faire une blague sur lui, allez, je vais faire 30 likes, je vais peut-être la garder, et puis on passera à autre chose. Ah oui, pardon, ma blague sur lui, c'était « Mort de Paul Bocuse, pour une fois, les asticots vont bouffer étoilés. » Ils n'ont pas réagi comme ça sur Facebook, hein. Non, il y a des gens qui m'ont détesté. Pour qui j'étais le mal, le démon. Un mélange entre Bertrand Cantat et Nordal Lelandais. Nordal Lelandais, on refait... Nordal Lelandais, je vais faire une aparté sur Nordal Lelandais. Nordal, on est d'accord, l'affaire Maëlys. Terrible, voilà, on va pas rentrer dans les détails, hein, c'est pas la peine, on a tous vu la vidéo. Non ? Ah, il n'y a que moi. Bon, non, c'est pas grave. Et donc il a avoué, Nordal, qu'il avait tué Maëlys au bout de plusieurs mois et tout. Non, c'est pas moi, non. Et puis un jour il a dit, bon, ok, c'est moi, mais c'était un accident. J'ai pas fait exprès. Et il y a pas longtemps, il a avoué le meurtre du caporal Arthur Noyer. Et il a dit, c'était un accident. J'ai pas fait exprès. Le mec ne sait rien faire de ses 10 doigts, on est d'accord ? Non mais attends, moi je suis maladroit, mais ça ne se termine pas par un homicide en général. Lui, il est quand même pas doué. Et Nordal Lelandais, il pense que c'est peut-être un tueur en série. Donc ils ont rouvert tous les vieux dossiers tout pourris que personne n'a jamais élucidés en se disant c'est peut-être lui qui a fait ça. Ils sont remontés loin, ils ont été l'assassinat de Jules César, la mère Michel qui a perdu son chat, ils ont tout vérifié. Et ils pensent donc que c'est un tueur en série. Et les tueurs en série, vous savez, on aime bien, côté fascination, répulsion, on leur donne des surnoms un peu classe. C'est vrai que c'est classe les surnoms de tueurs. Michel Fourniret, l'ogre des Ardennes. Ouais, ça y a un côté classe. Jeffrey Dahmer aux États-Unis, c'est le cannibale de Milwaukee. Oui, ça fait. Oui, c'est vrai que lui, quand il t'invite à bouffer, j'amène quelque chose ? Non. Peut-être amener du pain, on sait jamais, parce que il y a un risque. Mais Nordal Lelandais, ça va être quoi son surnom ? Le maladroit de Savoie ? Ça n'a pas de sens. Et pardon, pour revenir à ma blague sur Paul Bocuse, des gens qui étaient tellement énervés contre moi qu'ils ont mis des commentaires haineux. Et un des commentaires les plus exceptionnels qu'il y a eu, c'était « Moi aussi, je vais faire une blague. Il y a un asticot qui va bouffer la chatte à ta mère. » Ouais, visiblement, il y en a que ça fait quand même marrer. Alors déjà, on dit la chatte de ta mère, pour commencer. Et surtout, ce qui m'a le plus choqué dans ce commentaire, c'est comment le mec sait que je surnomme mon père l'asticot. Surnom qui n'est pas lié à son amour pour la pêche, on est d'accord. Il a un tout petit zizi, mon papa, ouais. Mais ça, je vous dirai pas comment je le sais. Ah, Noël 95. Alors d'ailleurs, ceux que ça inquiète, la taille du pénis, c'est pas génétique. Non. Non, j'ai un fils de 7 ans, tu verrais l'engin qui se trimballe. Il a un truc énorme. Non, mais c'est hyper emmerdant. Un matin sur deux, il se trompe quand il enfile son pantalon. Mais pourquoi t'as une jambe dehors ? Non, c'est chiant. Il a vraiment... Non. Je suis obligé de mettre un contrepoids dans sa capuche, sinon il tombe en avant. Ah oui, un gros machin. Bref. Mon pauvre petit, mon petit garçon. Et donc, suite à cette agression quand même très violente sur la chatte de ma mère, donc, il y a des gens qui ont mis des commentaires à l'opposé, qui ont réagi de l'autre côté de l'éventail émotionnel. Pour eux, j'étais le fils de Jésus et Pierre Desproges. Tu vois, toujours avec un petit zizi, hein, c'est pas génétique. Oui, parce que Jésus avait un énorme aussi. Ouais. C'est pour ça qu'ils l'ont cloué, pour être sûr qu'il tienne. Ouais. Ah, oui, mais c'est une lecture. J'ai une lecture à moi des textes. Hein. Vous en rendrez compte à d'autres moments. Non, mais tu vois, les gens m'ont soutenu à fond. Il y a un mec qui a mis c'est pas gentil pour la chatte de ta mère, elle est très bien. Bon, c'est mon petit frère qui a écrit ça. C'est un lèche-cul, c'est normal. Oui.
Il y a eu quoi? Ah oui. Je suis sûr que Paul aurait beaucoup ri à ta blague car c'est un bon vivant. Et alors, le meilleur, ça a été bravo Thomas, ne lâche rien, tu es le Jean Moulin de l'humour. Hein? Calmons-nous. Jean Moulin, on sait qui est Jean Moulin. Jean Moulin n'a jamais parlé. Moi, je supporte pas la douleur, si tu veux. Donc, non. L'autre soir, j'étais fermé les volets dans la chambre de mon fils, j'ai marché pieds nus sur un Lego. Je me suis mis en PLS, j'ai chialé jusqu'au lendemain matin. Donc, moi, la torture, c'est non. Hein. Je m'assois dans un fauteuil, tu commences à m'arracher un ongle, je fais « Ah, c'est bon !» Je renie tous mes principes. Je vous dénonce tous, déjà. Ouais, même toi. Je choisis. Non, je renie absolument. Tous mes combats, je les laisse tomber. Contre la torture, je laisse tout tomber, moi. Je veux dire, non, comment? Non. Ah, c'est pas la peine de m'arracher quoi que ce soit, monsieur, y a pas de problème. Hein? Oh, c'est une excellente idée, cette histoire de blanc en neige dans de la crème anglaise, vraiment. Gardez ça à 4 €, ouais, les gens vont acheter. Et je savais plus où me placer avec cette histoire de Paul Bocuse. J'étais embêté, tu vois, je savais plus. Bien ou mal, gentil ou méchant, humain ou vegan, je savais plus. Parce que j'étais emmerdé, vraiment, je savais plus. J'étais perdu et j'étais tellement perdu que je me suis rendu compte que l'humour était difficile. J'ai parlé de ça avec un pote dont le frère est tétraplégique. Bon, ça c'est une histoire de camion et puis voilà, bref. Ce pote-là, il supporte pas la blague du petit pois dans l'ascenseur. Vous la connaissez cette blague ou pas? Oui. Sans déconner, c'est la base. Nous, c'est la première qu'on apprend en fait quand on fait de l'humour. Et on peut pas la réutiliser après. Normalement, j'ai pas le droit de la dire parce que je peux perdre ma licence d'humoriste. Parce que là, je vais me faire... Je vous la fais vite fait, vous dites pas que je l'ai dit. D'accord? Qu'est-ce qui est vert, qui monte et qui descend? Vous la connaissez tous, vous foutez de ma gueule ou quoi? Et ben mon pote, dont le frère est tétraplégique, supporte pas cette blague parce que chaque fois il me dit « Ouais, tu te rends compte, c'est quand même un sacré manque de respect pour les légumes. » Et puis si ce petit pois, il est tout seul dans l'ascenseur, c'est sûrement qu'il est discriminé à cause de sa couleur de peau, hashtag balance ton potager. Les gens sont dans des combats pas possibles, tu vois. Et c'est là que je me dis, ouais, l'humour c'est difficile parce que l'humour en fait c'est subjectif. Et c'est là que je vous dis vraiment, il faut rire d'un maximum de choses et d'abord de soi-même parce que si chaque sensibilité devait être prise en compte, je ne pourrais plus faire que des blagues sur les consanguins aux yeux bleus avec des gens talus, humoristes, supporters du FC Nantes, athées. Oui, parce que quand tu supportes le FC Nantes, c'est fini, tu crois plus en Dieu. Devant un public composé exclusivement d'hommes identiques à moi. Et là, faut avouer, on se ferait chier. Vous imaginez s'il n'y avait que des moi sur Terre? Oh non. C'était trop sincère, ça, par contre. Je suis pas sûr que l'humanité en sortirait grandie. L'humour, peut-être. On en reparle... On en reparle dans une heure. Ce qui est sûr, par contre, c'est que la Brière dominerait le monde. Et ça, ce serait chouette. Parce que tu vois, non, si, parce que toutes ces histoires de balance ton porc, on résoudrait tous les problèmes de frustration sexuelle. Grâce au célèbre proverbe briéron qui dit « La consanguinité augmente tes chances de niquer ». Ben c'est pas faux. Tu vas au bistrot, elle veut pas, tu rentres, bim, maman est là. Et... Bah elle est très bien ma mère, calmez-vous. Non, mais alors je vis plus en Brière, parce que souvent les gens se demandent, mais non, j'ai fini par quitter la chaumière où nous vivions. Oui, non, on était les uns sur les autres. Attends, il y avait mon père, ma mère, mes 2 frères, mon oncle, ma tante, 2 de mes cousins et moi. On était donc 5. Ceux qui savent compter ont compris, les autres sont là. J'ai pas assez de doigts. Ah non, je suis parti vivre ma vie, mais sans oublier mes responsabilités de banneret. Parce qu'en tant qu'homme noble, j'ai des responsabilités. Par exemple, j'ai l'obligation de me reproduire. Je dois avoir en plus un garçon pour lui transmettre la particule. On n'a pas le droit de donner la particule à une fille, c'est interdit. Oh, c'est une règle ancestrale qui est très connue et qui s'appelle la misogynie. Vieille règle, très connue. Et donc, non, on est obligé d'avoir... La règle exacte, c'est... Tant que tu as des femelles, tu dois continuer les saillies jusqu'à ce que tu aies un héritier mâle. Ou jusqu'à la mort de la mère en couche. Ou pendant l'acte sexuel. Mais là, il faut une dérogation Game of Thrones, tu vois, là, par contre, ouais.
Ouais, il faut faire une demande en mairie, t'as un mois d'attente, faut anticiper, c'est chiant. Mais j'ai pas eu besoin d'en arriver là, puisque du premier coup, j'ai eu un garçon. Et quand j'ai annoncé à mes proches et aux gens que je connaissais que j'allais être papa, ils m'ont félicité. Il y en a même qui m'ont applaudi. D'accord. Non, mais il y en a qui étaient encore en train de compter sur leurs doigts, je pense. Merci, en tout cas, pour ces applaudissements, parce que c'était qu'une levrette de 20 secondes. Hein, 20 secondes de levrette. 20 secondes qui déterminent au bas mot les 20 prochaines années de ta vie. C'est vertigineux. Hein. Quand tu y repenses après à ces 20 secondes de levrette, tu te dis « Ouais, bah, j'aurais été plus convaincant dans cette négociation sur la sodomie. On se serait peut-être évité des emmerdes. » Emmerde qui commence dès la grossesse. Parce que, alors la grossesse, physiquement, pour nous, les papas, il se passe rien. Il n'y a pas de problème. Par contre, la vie est complètement chamboulée. Hein. Moi, ma place dans le lit conjugal a considérablement évolué. Elle s'est décalée d'une dizaine de mètres dans le canapé. Parce qu'elle, physiquement, par contre, a changé. Oui. Bah, disons qu'au début, elle s'allonge à côté de toi. Oh, c'est une sirène. Hein. Mais 9 mois plus tard... Un éléphant de mer, je veux dire là... Ah si, bah écoute, t'as des bruits et des odeurs, c'est National Geographic dans ton plumard. Et attends, ça dure que 9 mois, les éléphants, ça dure 2 ans. Et un jour, j'ai demandé à une dame, mais madame, vous auriez supporté 2 ans de grossesse? Elle me dit, oui, parce que c'est pire après. Son fils était à côté, il est parti, du coup, parce que tu t'es dégoûté. Ouais, la grossesse, non, mais nous, ça dure que 9 mois, les êtres humains, la grossesse, hein, heureusement pour vous, et pour nous. Et non. Et au bout de 9 mois, il se passe évidemment l'accouchement. Et là, c'est beau. Là, ça devient concret pour le père. Je sais pas, tu vois pas, toi, chérie, mais je t'assure que c'est aussi gluant quand ça rentre que quand ça sort. Hein. Alors, c'est bien pour le père, mais moins pour la mère. Visiblement, c'est douloureux. Oui, elle m'a dit, vas-y, toi, t'as qu'à essayer de chier un parpaing de 4 kilos. Oh là là, pardon, t'as déjà marché sur un Lego, toi? Franchement, hein? Non. Et puis, l'accouchement, c'est long. Elle, ça a duré 20 heures. 20 heures d'expulsion, quoi. Enfin, d'expulsion, de travail. Dans le jargon médical, on dit 20 heures de travail. Surtout 20 heures de souffrance, sans pause café, sans délégué syndical. Tu te dis, 20 heures de travail dans ces conditions, c'est clair, c'est Emmanuel Macron qui a inventé l'accouchement. Je veux dire, y a pas de... Et par ordonnance, hein, forcément, c'est son truc. Et l'accouchement, ça lance évidemment la grande aventure de... La vie. Oh non, l'élevage. Oh, t'es dans l'élevage au début, tu sais pas comment ça marche. Le premier, on sait pas. Hein. On te le file, au bout de 3 jours, t'es chassé de la maternité. Il faut y aller maintenant. Ah bon, vous le gardez pas jusqu'à ce qu'il passe son permis? Je comprends pas. D'accord. Et moi, heureusement, j'avais regardé des vidéos sur Internet. Sur YouTube, j'avais été voir des vidéos sur les oiseaux. Donc j'avais acheté un sac de graines de 20 kilos et dès qu'il ouvrait la bouche... il mangeait rien. Je comprenais pas comment ça marchait. Et c'est dur au début, un enfant. Franchement, c'est dur quand on a un enfant au début. Moi, je trouve que la période la plus dure quand tu as un enfant, c'est les 48 premiers mois. 4 ans, oui, c'est sûr. C'est aussi la durée de la Première Guerre mondiale, d'ailleurs. Et il y a un lien. Ah, si, il y a un lien. Il n'y a pas de tranchée, pas de casse à pointe. Par contre, niveau ambiance, t'es à Verdun. Je veux dire, là... l'enfant ne respecte aucune convention de Genève. Armes chimiques. Bactériologiques. Psychologique. Il peut se mettre à hurler à n'importe quel moment, sans aucune raison. En tout cas, c'est pas clair. Moi, il le faisait surtout la nuit, moi. C'est-à-dire qu'il a mis 9 mois à faire ses nuits. Oui, pendant 9 mois, je dormais par tranche de 45 secondes entre chaque respiration. Tu vois, c'était terrible. 9 mois. Et la première nuit complète qu'il a fait, je me suis réveillé le matin. Le silence. De la lumière. Je suis mort. Et non. Et non. Et lui non plus. Ah oui. Et pourtant un oreiller sur le visage. Donc toi tu te dis, oh, l'un dans l'autre. Non. Mais je me suis dit en même temps, ça fait 9 mois qu'il dort pas. Donc normal, il vient de faire une nuit complète. Il va repartir pour un cycle de 9 mois. Et là, on va aller jouer près de la rivière, je vous le dis direct, parce que... Non. Donc je me suis dit, on va voir. 2e nuit, impeccable, il dormait. 3e soir, je vais le voir avant de me coucher moi-même. Il dormait. Il dormait, mon petit ange.
Ah bah tu vois que c'est chiant. Ça nous a liés indéfectiblement, à jamais. Et 9 mois, c'est aussi le moment où ils commencent à se déplacer. Je pense que c'est lié d'ailleurs. Ça les fatigue assez pour qu'ils aient envie de dormir la nuit. Et ils se déplacent, ils commencent à se déplacer. Et ce qui est emmerdant, c'est que les gens te disent au début « Oh, regarde, c'est mignon, c'est le début de l'autonomie. » Non. Tous tes problèmes commencent là. Parce que quand ils sont tout petits, tout bébés, tu les poses dans un coin. Tu pars en week-end. Ils peuvent pas te suivre. Et ils survivent 2 jours sans boire ni manger. Hein. Ah, si. Mais là, non. Ils se déplacent partout. Ils rampent, ils font des trucs. Ils attrapent tout ce qu'à leur portée. Ils mettent tout à la bouche. Et moi, un jour, je trouve sa tétine sur la table basse. Je vais le voir, il était parti à la sieste avec une capote usagée dans la bouche. Alors moi, ça m'a un peu ému parce que je me suis dit « Oh, il veut retrouver le goût de son papa !» Mais quand même. Et le mien, il avait une particularité quand il se déplaçait. Mon fils, tu vois, il marchait à 4 pattes, puis à un moment donné, il se posait son cul comme ça, en plein milieu du couloir, il me fixait, il faisait... Et sa mère m'a dit, je crois qu'il faut que tu arrêtes de l'emmener en manif. Ce que j'ai fait, je suis un père responsable, mais c'était trop tard. Le mal était fait. Le ver était dans le fruit. 9 mois plus tard, on a été convoqués à la crèche. Je trouvais ça tôt, moi, d'être convoqué alors qu'il avait juste 1 an et demi. Tu vois, si je me fais convoquer quand il aura 9 ans, il sera en CM2, pour pogrom de minorité ethnique, trafic de choco, même attouchement sur la maîtresse, limite, je serais fier. Je me dirais, ah, un petit brillon comme on n'en fait plus. Tu vois, je serais content. Mais là, 1 an et demi, première année de crèche. T'es convoqué par la directrice, c'est quand même la honte. Et elle nous a révélé des trucs incroyables sur notre fils. Hein. Des trucs de dingue. Déjà, 6 mois avant, il avait monté un syndicat avec ses copains. Ouais. Le GLAN. Le groupement libertaire anti-nounou. Donc déjà, c'était chaud, parce que chaque atelier peinture, ça devenait un atelier banderole. Ah, ils avaient fait plein de trucs. Non à la dictature des adultes. Libérer nos camarades emprisonnés. On parle de bébés dans des parcs, hein. C'était pas Guantanamo Bay non plus, tu vois, je veux dire, à un moment donné. Et le pire qu'ils ont fait, c'est que les gens de la crèche ont dû jeter toutes les girafes en plastique pour des raisons d'hygiène. Les gamins, ils ont fait une grande banderole, ils ont marché dans la crèche, « Je suis Sophie ». Mais on n'était pas convoqués pour ça, en fait. On n'était pas convoqués pour le syndicat, visiblement. Non, ça, c'était pas trop grave. Non, on était convoqués pour ce qui s'était passé la veille au soir. L'éducatrice de jeunes enfants qui devait fermer l'établissement avait été victime d'un attentat. C'est-à-dire qu'elle fermait l'établissement, elle entend un sifflement qui vient d'une poubelle. Elle ouvre la poubelle et ça lui a pété à la gueule. Une bombe sale, ils avaient fait, les gamins. Les démineurs sont venus et tout. Hein. Alors la bombe, dedans, il y avait des couches usagées de la gastro de la semaine d'avant. Et un CD d'Henri Dess. Oui, hein, ouais, pareil. Hein. Moi, j'étais pas bien. Hein. Je me suis dit, on va finir à la haie, c'est un crime contre l'humanité, cette connerie. Alors, ils n'ont pas soupçonné mon fils d'avoir fabriqué la bombe. Ça, non. Dans le groupe, ils avaient déjà un nom. Ils avaient bien surligné celui-là, hein, le petit Mokhtar, évidemment. On s'en doutait un peu. Mais mon fils, c'était quand même le chef de la bande. Le leader, le meneur, le Philippe Martinez de la petite enfance, tu vois. Ah oui, non, c'était chaud hein, avec lui. Et le truc qui l'a le plus choqué sur le potentiel communisme de mon fils, c'est que à Noël, elle demande, la directrice de la crèche, elle les assoit tous, les gamins, elle fait « Alors, qu'est-ce qui est rouge, avec une grosse barbe blanche, et qui veut distribuer des cadeaux à tout le monde ?» Et là, mon fils, derrière, il hurle « Karl Marx !» J'étais pas bien, moi, à la sortie du rendez-vous. Hein, je vous cache pas. Enfin, j'étais pas bien, j'étais tiraillé. Parce que d'un côté, j'étais fier. Attends, mon fils, à 1 an et demi, avait déjà accompli son premier acte révolutionnaire face à une autorité oppressante. De l'autre côté, j'étais inquiet parce que je savais très bien qu'en tant que parent, à un moment donné, l'autorité oppressante, ça allait être moi, tu vois, ouais. Et vu son niveau à 1 an et demi, sa crise d'adolescence, ça allait être le Vietnam. Et vu ce qu'avait dû lui apprendre Mokhtar hein, dans les petits cours d'explosifs, il allait me faire du napalm avec une Cronenbourg et du lait en poudre, donc il fallait que je fasse gaffe. Bon, sa mère, elle, par contre, elle était dévastée. Anéantie, elle pleurait son fils, un terroriste communiste. Oh, elle chialait. Elle a voulu l'emmener voir un prêtre pour l'excommunister. Lève-toi en marche, tu vois, un truc comme ça.
Mais là, je m'y suis opposé, par contre. Là, j'ai non, 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 non. Parce qu'en plus, bon, déjà, il va essayer de lui faire des trucs chelous. Non. Ça va mal se finir. Moi, j'ai vécu cette expérience-là, c'est pas la peine. Non. Je veux pas qu'il aille voir un prêtre. En plus, il va nous forcer à mettre une photo de Saint Emmanuel au-dessus de son lit, comme ça. Hein, Macron, comme ça, en photo. Notre fils, il va voir ça tous les jours. Il va voir cette tronche, ce visage, tous les jours. Et quand il aura 15 ans, on sera convoqué au collège parce que monsieur, pendant le cours de théâtre, a flirté avec sa prof de français. Jamais. Pas. Mais en bon parent, on a analysé la situation. On a réfléchi. Et on s'est dit, mais attends. On est deux adultes de 30 ans face à un enfant tout seul d'1 an et demi. On devrait le dominer, ce petit con. Sauf qu'il n'est pas tout seul. Il a des alliés. Ses grands-parents. Ses traîtres. La trahison absolue. Ton propre sang qui te trahit. Ah oui, non, parce que... Ah, mon père. Prenons mon père. Exemple de mon père. Mon père qui a été si dur avec nous. On le surnommait le Mao Zedong de Brière. C'est pas... La révolution culturelle à coups d'encyclopédie dans la gueule. Tu vois, il était tellement dur avec nous, mais depuis qu'il est grand-père... Oh, comme on dit, hein, la vieillesse est un naufrage, mais là... c'est le Titanic. Non, mais... Mon père, il est devenu ce truc tout mou et coloré, là, qu'il faut pas trop manger. Vous savez... Une merde, voilà, une grosse merde. Il a plus de dignité, le pauvre homme. Écoute, à chaque fois que je lui confie mon fils pour les vacances, c'est la même rengaine. Oui, non, j'ai pas à faire preuve d'autorité. Ce n'est plus mon rôle. Oui. Ensuite, il lui laisse bouffer tout ce qu'il veut. Sucrerie, machin. C'est à la hauteur du gamin, il n'y a pas de problème, il se sert comme il veut. Et il le laisse regarder sur la tablette, à la télé, des trucs. Et moi, une semaine après, je récupère un anarchiste diabétique qui fait tourner les serviettes. Et encore... Bon, la façon dont ils s'en occupent, c'est pas ça le plus embêtant avec les grands-parents, parce que c'est quand même chouette, et puis c'est quand même super pratique quand tu veux baiser en journée. Ouais, et puis en plus, moi, des fois, ce que je fais, c'est que je le dépose, je sonne et je me casse en courant. Oh, t'es venu tout seul. Oh. Et l'autre, il a tout compris. Oui, je suis venu tout seul, j'ai très mal aux jambes, je peux avoir une glace au chocolat. Et ça marche à chaque fois. Ça marche à tous les coups, c'est trop simple. Non, mais tu vois, c'est ça qui est compliqué avec les grands-parents, c'est les cadeaux qu'ils lui font. Parce que les cadeaux, ils te les donnent chez eux, mais après, ils reviennent chez toi. Et les cadeaux, quand ils sont petits, tu sais, c'est des trucs qui sont souvent bruyants, ou très bruyants, ou carrément relous. Nous, le pire qu'on nous ait jamais offert, c'est Mr. Cookie. Oui, j'ai toute votre attention. Mr. Cookie, je vous le décris rapidement, un jouet... d'une grande banalité au départ, c'est une forme de boîte à cookies. Vous savez, comme dans les films américains, une boîte à cookies avec un visage. Bon, déjà, ça, c'est angoissant. Le côté, l'anthropomorphisme, tu fais, non, faut arrêter de mettre des visages partout pour les trucs pour les enfants. Parce que... Et donc, il avait un petit sourire, et surtout, Mr. Cookie, il avait des trous sur les côtés, en fait, en forme de triangle, d'étoile ou de carré. Enfin, tous les gamins ont ça, je crois, avec des cubes de la même forme, et les gamins, ils doivent les mettre dans le bon trou. Ça lui permet de développer ce qu'on appelle, dans le jargon de la petite enfance, la motricité fine. Personnellement, je lui ai appris à me rouler des pétards quand j'étais bourré. Là, il a quand même vachement plus progressé en motricité fine. Hein. Bien mieux. Et surtout, Mr. Cookie, il chantait quand tu lui appuyais sur le nez. Alors, je vous l'aurais bien amené pour faire une démonstration, mais malheureusement, Mr. Cookie nous a quittés. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Un accident, un suicide, on n'est pas sûr. Tout ce que je sais, c'est qu'il est monté sur le toit de l'immeuble. Et je l'ai balancé dans le vide, ce fils de pute. Non, parce que il avait une chanson horrible, et comme je la connais par cœur, je vais vous la chanter. Est-ce que tu veux des cookies? En voilà! 5 formes différentes dans ma boîte à cookies. Tu peux les sortir, tu peux les insérer. Viens dans ma boîte à cookies, c'est tellement bon. C'est Jean-Luc Lahaye qui a écrit les paroles. Alors, là, ça vous a fait marrer
Parce que vous l'avez entendu qu'une fois. Et moi, mon gosse, il l'écoutait tout le temps. Et au bout de 800 fois, j'étais atteint de stress post-traumatique. Ah, je me réveillais la nuit. Non, tonton Thierry, n'insère pas de triangle dans ma boîte à cookies. Ah, tout se mélangeait, le bordel. Galère, tellement galère. Alors, je sais que j'ai l'air de dresser un tableau assez apocalyptique de la paternité de mon fils en particulier. Mais attention, je l'adore. C'est le mien déjà, donc je suis obligé de l'aimer. Sinon, c'est 20 ans de prison. Donc, à un moment donné, bon, là. Non, vraiment, je l'aime beaucoup. Et puis en plus, physiquement, il me ressemble. Par contre, je vois pas ce qu'il y a de drôle là, c'est pas là qu'elle arrive. Non, surtout ce qui est emmerdant, c'est qu'il a la même pilosité que moi. Mais il fait 1m10. Du coup, on dirait plus un ragondin qu'un enfant, tu vois ce que je veux dire? Seul avantage, voilà, il est brillant, ça prouve bien qu'il est brillant, exactement. Ouais, et puis l'avantage, c'est qu'il sait bien nager. Mais... Et on en fera du pâté si vraiment il me fait chier. Mais non, tu vois, il y a toujours un truc à faire. Non, et puis surtout, comme tous les enfants, ou comme beaucoup d'enfants en tout cas, il a cette capacité formidable à te faire relativiser tous tes petits tracas du quotidien. Internet qui rame, bah c'est pas si grave. La télé qui tombe en panne, c'est pas si grave. Mamie qui meurt, c'est pas si grave. Parce que j'ai dû lui expliquer ça d'ailleurs, on parle de la mort. Quand il a eu 3 ans et demi, moi j'ai perdu ma grand-mère, ma mamie, et j'ai dû lui expliquer la mort parce qu'il voyait bien que l'ambiance était différente, tu vois. On sortait du champagne alors que c'était pas Noël. Et vu le regard qu'il me jetait, je me suis dit, il faut que je lui explique la mort. Mais comment t'expliques la mort à un enfant de 3 ans? Donc je me suis démerdé, je l'ai pris, je l'ai assis dans sa chaise haute. Je lui ai dit, écoute, fidèle. Ah bah les chiens font pas des chats à un moment donné. Hein. Écoute, fidèle, malheureusement, mamie nous a quittés. Ouais, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Un accident, un suicide, on n'est pas sûr. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est montée sur le toit de l'immeuble. Alors, je l'ai balancé de là-haut, mais je l'ai fait par amour. Hein. Non, je l'ai fait par amour, c'était pour abréger ses souffrances. La pauvre, elle était en fin de vie, elle avait Alzheimer, elle était en fauteuil roulant. Hein, ce qui est assez drôle quand tu sais que son expression préférée, c'était « Tu sais, quand on n'a pas de tête, on a des jambes ». Bon, voilà. Il m'a regardé, droit dans les yeux. Il a eu cette phrase que seul un enfant peut avoir. Il m'a dit, tu veux dire que mamie, elle pourra plus jamais faire ses courses chez Leclerc? C'est ça, voilà. La mort, c'est ça. Ça implique ça, en tout cas. Ça implique des choses un peu plus importantes, hein, quand même, comme par exemple... Tiens, par exemple, qui va récupérer le super écran plat de mamie qu'on lui a fait acheter par hasard il y a 3 semaines? Par hasard. Mais voilà, je me suis dit, comme il comprend, comme il est vif, je vais aussi lui expliquer l'enterrement. Comme ça, il sera au courant de tout, j'aurai pas à répéter, tu vois, plus tard. Et je lui ai dit, bon, sur l'enterrement, c'est très simple. Alors, l'enterrement. On prend mamie, on la met dans une boîte, on ferme la boîte, on creuse un grand trou, mais la boîte, on fout du trou, on recouvre de terre, on chiale tous un bon coup, et dans 6 mois, tout le monde aura oublié mamie. Ouais, ça, c'est dur, ça. La dernière phrase, elle est dure. Hein. Tout le monde aura oublié mamie, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bon, petit sondage ce soir. Qui va plus d'une fois par an sur la tombe de ses grands-parents? Par applaudissement, on essaye? Oh là là, on se croirait à un meeting du Parti Socialiste. Mais c'est pas grave, on n'y va pas beaucoup, quoi, c'est tout, parce qu'on enterre les gens parce que la vie continue aussi. Mais si vraiment on voulait absolument s'en rappeler, je veux dire, je sais pas, 2 fils électriques, une lampe pour le salon, à un moment donné, il y aurait quelque chose à... Non, c'est vrai, il y aurait du mobilier gratuit à faire. C'est pas... T'as déjà posé une douille dans quelqu'un, tu fais ça, halogène. Ouais, ça aurait été pratique. Après, c'est des conseils que je donne, je veux dire, après chacun fait ce qu'il veut, mais voilà. Mais en tout cas, il a bien compris aussi la mort, il m'a juste posé une question, l'enterrement, je veux dire, il a juste posé une question, il m'a dit, mais du coup, papa, c'est toi qui vas creuser le trou pour la boîte à mamie? Et là, stress post-traumatique, je sais pas ce qui m'a pris. Est-ce que tu veux voir mamie? Tu peux pas.
5 odeurs différentes dans la boîte à mamie. Tu peux pas la sortir, elle est décomposée. Oubliez mamie, ce sera pas long. Je vais vous remercier d'être là. Voilà. Non. Je vais vous remercier d'être là parce que vous savez que j'ai une révélation à vous faire. Vous êtes, vous les gens, la première source d'inspiration des humoristes. Et là, vous vous demandez, mais est-ce que c'est vraiment une qualité ? Ça dépend du point de vue. Vous êtes vraiment notre première source d'inspiration. Moi regardez, je me balade toujours avec ça. C'est un carnet à blagues. C'est marqué dessus. Carnet à blagues. J'ai mis une petite étiquette, Thomas Delaporte, avec ma particule, tout ça, c'est moi. Voilà. J'ai mis ça. Et donc voilà, je note des trucs sur les gens, tout simplement. Donc, si un jour, vous êtes en terrasse, et vous voyez quelqu'un qui s'approche de vous et qui prend des notes, soyez flattés. C'est sûrement un humoriste qui s'inspire de ce que vous dites pour un sketch. Ou un tueur en série qui va en savoir plus sur vous avant de vous emmener dans sa cave pour plusieurs jours. Hein, ouais. Ça peut être le coup de pas de bol, un Nordal qui passe par là, mais je pense qu'il vaut mieux finir des fois dans une cave que dans un sketch de Kev Adams, mais après c'est une question de sensibilité artistique, dirons-nous. Et ce carnet, il m'a servi, et j'en parle parce que l'autre fois j'attendais le bus, et il y avait 2 types qui discutaient à l'arrêt de bus. Donc des formations professionnelles, je sors mon carnet. Et je commence à noter. Et j'étais tombé sur ce que j'appelle les intégristes du complot. Ouais. C'est comme intégriste religieux, mais t'as pas besoin de savoir lire, tu vas sur YouTube. Tu peux tout trouver. Ouh là, je sens que ça va être un sujet qui va être bien. Je pense qu'on va être bien tous ensemble. Et les mecs, ils discutaient, je les écoutais, et j'ai appris un truc de dingue. Les traînées blanches que laissent les avions dans le ciel. Toi, tu connais. C'est pas de la condensation. Non. C'est un mélange de produits chimiques destinés à fertiliser l'humanité. Des chemtrails. C'est tout ce que ça vous fait. Des chemtrails, des rails de chimie, en anglais. Bon, non, c'est tout ce que ça vous fait, d'accord. C'est-à-dire que c'est des produits chimiques, c'est surtout les gars, ça nous concerne, c'est des produits chimiques, ça tombe sur les spermatozoïdes qui ont du mal à se mouvoir pour féconder les ovules. C'est tout ce que ça vous fait. Et ben moi, ça m'a fait flipper. Donc forcément, bon pragmatique que je suis, à l'arrêt de bus, qu'est-ce que j'ai fait ? Ben j'ai vérifié. Ça a été plus long, hein, mais j'ai joui sur la vitre de l'abribus et j'ai attendu de voir ce qu'allait se passer. Et au bout de quelques secondes, j'ai vu ma semence qui commençait à remonter le long de la vitre. Et là, je me suis dit, haha, ça marche pas sur moi, les chemtrails. Si. Par contre, c'est dégueulasse. Oui, non, c'est vrai. Oh, ça va. Ah, ça vous choque? Oh, genre. Alors que celle ici... qui n'a jamais avalé... me montre sa poitrine. Je le savais. Un jour, j'ai fait ça, il y avait un père au premier rang, avec ses 2 filles, 14 et 16 ans. Et dans son regard à lui, j'ai senti qu'il fallait qu'on passe vite à autre chose. Parce que dans le regard de celle de 14, par contre... j'ai senti... Et en bref...
revenons vite à l'arrêt de bus. Voilà. Les deux gars, ils sont montés dans un bus. C'était pas le mien, mais je les ai suivis. Parce qu'ils avaient l'air d'avoir des sacrées histoires à raconter. Et je me suis assis derrière eux, j'ai pris mon carnet, j'ai commencé à noter. J'ai noté des trucs. Ils notaient plein de trucs. Ils étaient chauds bouillants. Ils étaient incroyables. Ils ont commencé à s'engueuler. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur qui dominait vraiment le monde. Hey, je te dis que c'est les juifs. Mais non, c'est pas les juifs, n'importe quoi. Je te dis que c'est les juifs. Ils contrôlent les banques et les médias. Mais arrête, c'est pas les juifs. Parce que de toute façon, les juifs et aussi les musulmans, c'est eux qui contrôlent le monde. Parce qu'en fait, les juifs et les musulmans, c'est des extraterrestres. Et tu sais comment je le sais? J'ai vu une vidéo, je me suis réinformé, je te signale. J'ai vu une vidéo, et en fait, pour se reconnaître entre eux, ils se coupent tous le prépuce. Moi aussi, ça m'a choqué, ça. T'imagines que tu es une civilisation supérieure. Tu traverses l'univers pour conquérir une planète, et au moment où tu décides de comment tu vas te reconnaître, tu choisis de te couper le prépuce. Qui était à cette réunion? Et le mec qui était motion minoritaire, qui a dit « Bah moi, je me ferais bien un tatouage, il devait l'avoir mauvaise. » C'est con, hein, vraiment, je vous assure qu'un petit dessin sur l'épaule, c'est quand même... Vas-y, fais-toi plaisir. Non, tu vois, ça... c'est pas pratique. Allume la salle 2 secondes. Au hasard. Monsieur, imaginons, on se croise dans la rue, mais on n'est pas sûr d'être des extraterrestres. Voilà, on est d'accord, c'est pas pratique. Ah oui, c'est clair, laissez-moi maintenant. Parce que lui, il est chelou, il me fait peur. Hein. Depuis le début, il est capable de sortir sa teub. Hein. Non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je suis pas un extraterrestre, moi, donc il n'y a pas besoin de vérifier. Non, mais tu vois, c'était incroyable. Ah oui, alors bon, on va crever l'abcès, parce que je sais que c'est un sketch qui peut créer des clivages, ça. Qui, par applaudissement, pense qu'il y a des complots? Personne? Ah non, mais vraiment. Non, alors, allez-y, hein. En plus, je vous vois pas. Ah, oula! Une fois, il y a un gars qui a fait ça dans un spectacle. J'ai dit, qui pense qu'il y a des complots? Le mec, il a fait. Qu'est-ce que c'est que ce complot de merde? C'est quoi? C'est un tout petit complot. Je sais pas, son facteur lui pique son courrier, peut-être, mais tu vois, complot tout pourri. Non, les complots, d'accord, ok. Donc, tous ceux qui n'ont pas applaudi, c'est parce qu'on est idiots. Moi non plus, j'ai pas applaudi d'ailleurs. Parce qu'on est idiots, parce qu'on croit à la version officielle relayée par les médias mainstream. Alors, les fameux médias mainstream. Moi, je pars de ce principe-là, je me dis, ah ouais, donc si tu penses que les médias mentent tout le temps, imaginons le jour du crash de Roswell, 1947. L'armée américaine déclare, oui, c'est vrai, ce sont des extraterrestres qui se sont écrasés dans le désert. C'est des copains, ils les ont rencontrés il y a 4 ans sur un barbecue. Mais là, ils ont foiré leur créneau, ils se sont écrasés comme des merdes. Eh ben, il y a forcément des gens qui n'auraient pas cru, puisque ça aurait été la version officielle. Dis-moi, Jean-Jacques. Alors, ils ont l'accent du Sud, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Hein. Dis-moi, Jean-Jacques, t'y crois, toi, à cette histoire de vaisseau extraterrestre là, qui s'est écrasé dans le désert aux États-Unis? Mais non, mais ça, c'est des conneries que nous bassinent les médias traditionnels. Moi, je me suis réinformé au bistrot tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Non, d'après les infos que j'ai eues, ce serait un ballon météorologique qui se serait écrasé à Roswell. Un ballon pour prédire le temps, c'est ça. Et ils préfèrent nous dire que c'est des extraterrestres parce qu'ils n'ont pas envie de nous dire qu'il va encore faire un temps de merde en juillet. Parce que la météo, c'est source de beaucoup de complots. Énormément, les chemtrails dont j'ai parlé tout à l'heure, là, les extraterrestres. Moi, j'ai un pote, il est tellement à fond branché complot que dès qu'ils annoncent un temps Mossad, ils pensent que c'est un complot israélien. Tu vois, Alors attention. Je suis pas naïf non plus. Je sais qu'il y a des trucs pas clairs. Vous savez qu'il y a des trucs pas clairs, vous êtes au courant? On va reclarifier, vite fait. Les 10% des plus grandes... Non, les plus grandes fortunes françaises, pardon, les 10 plus grandes fortunes françaises contrôlent 90% des médias.
Voilà. Non, c'est tout. C'est juste une remarque. Les hommes politiques, nos députés en particulier, sont les seuls à pouvoir abolir leurs propres privilèges. Voilà. C'est une remarque. La moitié des dirigeants de la Commission européenne, donc ce qui chapeaute l'Europe, ont été ou seront un jour cadres de chez Goldman Sachs, la plus grande banque d'affaires au monde qui détient la dette grecque. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, on s'en prend déjà plein le cul, quelque part. Tu vois, il y a un côté... Vas-y, Michel, envoie. Ah, bah dis donc, il y a de la place là-dedans. Mais il en reste, c'est un 15 mètres cubes, allons-y. On en prend déjà plein le cul. Pour moi, faire croire au complot, c'est comme si tu faisais... Oh, je vais m'en remettre un tout seul. Il y en a qui s'en chargent, vous inquiétez pas pour ça. Et si je parle des complots, évidemment, ce soir, c'est que, quand même, j'en ai un énorme à vous révéler. Oh oui, ça peut faire vaciller beaucoup de certitudes. Ça concerne les origines de l'humanité. Ça concerne Adam et Ève. Vous avez raison d'avoir peur. Vous voyez qui sont Adam et Ève ? Bon, pour ceux qui ne sont pas sûrs, Adam et Ève. Adam et Ève, ils vont pas arriver, hein. Adam et Ève. Non. En fait, je vais faire monter 2 personnes sur scène pour faire Adam et Ève. Oh, vous rigolez moins, là, hein. Et il va falloir qu'on se mette tout nus. Non, je vous charrie. Ils sont cons. Et rigolez pas trop au fond, ça peut être vous. Hein. Oui, attention. Non, alors, donc Adam et Ève, ils sont tout nus. Ils foutent rien de leur journée. Et ils sont cons comme des tables. C'est un petit peu l'émission Les Ch'tis, mais au Jardin d'Éden. Tu vois, c'est... voilà. Le Jardin d'Éden, c'est le paradis terrestre créé par Dieu, hein, ce qui prouve donc le nom de Jardin d'Éden prouve que Dieu est chinois. Hein, parce que... Oh, bah si. Dans Jardin d'Éden, ça fait pas resto asiatique, sans déconner. Le lotus d'or, le dragon bleu, le Jardin d'Éden. Et d'ailleurs, quand il accueille Adam et Ève, Dieu, il leur dit, bonsoir, bienvenue au Jardin d'Éden. Ici, c'est buffet à volonté, c'est les rouleaux de printemps, c'est moi qui les fais. Vous pouvez vous servir, faites ce que vous voulez. Par contre, il y a une règle ici. Il vous est défendu de toucher aux fruits de l'arbre de la connaissance. C'est bien une formule de chinois, ça veut dire, tu dis pommier, ça marche pareil. Et donc, il dit ça à Adam et Ève, et il les laisse. Il retourne en cuisine, parce qu'il doit gratter un poisson, enfin on s'en fout. Il retourne en cuisine, en tout cas. Et il laisse Adam et Ève vaquer. Et Adam et Ève, ils vaquent. Et très vite, Adam et Ève s'ennuient. Eh oui. Parce qu'il n'y a rien à foutre au Jardin d'Éden. C'est-à-dire, à un moment donné... Non, parce que Dieu, il a peut-être créé le monde en 6 jours, mais il n'a pas installé le Wi-Fi, ce con. Donc... Ah oui, tout le monde comprend ça. Il n'avait même pas inventé Facebook. Ah, même si à l'époque, ça aurait eu une portée assez limitée, je pense. Hé, Ève, j'ai une demande d'amis. Ah, il était au courant, du coup. Ouais, ça ne servait à rien. Et donc, Adam et Ève s'ennuient. Il s'ennuie, et donc il s'ennuie. Et puis un jour, Ève est en train de glandouiller du côté du jardin de l'arbre de la connaissance, et elle croise Florian Philippot, qui la manipule. Du coup, comme d'hab, il dit oui, attention, il y a un immigré qui va voler ta pomme. Oh merde. Voilà, enfin du Philippot quoi. Elle croque dans la pomme, elle dit attends, un immigré va voler la pomme. Elle croque dans la pomme, et là, ils ont la connaissance. Alors ça, c'est pas vrai, hein, l'histoire de la pomme et de la connaissance, d'accord ? Parce que je suis parti du principe que si tu croques dans une pomme, t'as la connaissance. Si t'en manges plusieurs, tu deviens un putain de génie. Donc j'ai acheté 2 kilos de Granny Smith. Et bah la seule connaissance que ça m'a apporté, c'est que quand tu manges trop de fruits d'un coup, t'as la chiasse. Rien d'autre. Et Adam et Ève, en mangeant le fruit et en ayant la connaissance, ils se rendent compte qu'ils sont tout nus. Parce qu'ils n'avaient pas vu avant. Je sais pas ce qu'ils foutaient, mais ils faisaient pas gaffe. Et donc ils s'en rendent compte. Ah, dis donc, Ève, viens voir. Ouais, on s'en fout, balance ton porc, ça n'existe pas. Viens là. Viens là.
Je sais pas, ça fait quoi? Une demi-éternité que je te connais? Peu de choses près. J'avais jamais remarqué, on n'est pas du tout foutu pareil. Ben non, mais regarde, toi t'as rien là, moi bon, ouais, c'est un Chinois qui nous a fait, donc à un moment donné, histoire de proportion sans doute. Alors par contre, moi j'ai rien là, mais toi... Ah, c'est marrant. Non, c'est marrant, tu vas comprendre. Il y a un lien entre nous, hein. Ah bah je te touche là, je durcis là, donc à un moment donné... Ouais. Tu veux goûter? C'est une banane de la connaissance. Et ils commencent à faire l'amour. Ouais, ils essayent des trucs. Ah non, ils sont chauds. D'ailleurs, Ève, elle en peut plus. Elle est à bloc. Vas-y, mange-moi l'abricot de la connaissance. Mais est-ce que Ève est moitié québécoise, d'ailleurs? Les gens ne savent pas ça. Et ils font des trucs. Tous les trucs dégueux que vous faites, eux, ils les ont fait avant vous. Hein. Faut que vous le sachiez. Non, pas par là, j'ai mangé mexicain. Ah bon. Je vous raconte l'histoire telle qu'elle est passée. Je ne suis qu'un narrateur. Et donc, ils font des trucs. Et à un moment donné, Adam, porté par la ferveur, se met à hurler « Ah mon Dieu! Ah mon Dieu! Ah mon Dieu !» Donc forcément, qui arrive? Bah Dieu. Oui. Ah Dieu, tu es en cuisine, tu l'appelles, il déboule le mec. Hein. Et il est pas content. Parce qu'ils ont désobéi à la seule règle qu'il avait donnée. C'est vrai que le mec fait une règle, ils désobéissent. Ils sont un peu chiants. C'est relou pour Dieu. Même si, ça je pense aussi que c'est une manipulation de Dieu, l'histoire de l'arbre et de la connaissance. Tu vois, c'est Dieu qui a fait toute la déco. Toutes les petites appliques que tu vois, c'est lui qui les a posées. Il met un arbre en disant il n'y a pas le droit de toucher à l'arbre. Pourquoi il a mis l'arbre? Moi, je crois qu'il savait que ça allait arriver. Il savait. Donc, eux, ils ont croqué la pomme. Il savait. Je suis même sûr que quand ils ont commencé à se tripoter, il a maté. Oh oui, vas-y. Hein. Mets ta baguette dans son tofu. Une sorte de proportion toujours. Hein. Oh, la voie lactée. Hey, hey. Hey. Parce que Dieu, il crée en permanence. Il sort un truc de Dieu, ça crée quelque chose. Ah oui. Donc il y a des trucs, je vous expliquerai pas comment ça vient. C'est bon. Il n'y a pas qu'on le sache. Mais les inondations au Bangladesh, par exemple... Ouais, t'as compris. Ouais, dégueulasse. Bref, et donc Dieu n'est pas content, et donc qu'est-ce qu'il fait? Ben, il les chasse du paradis. Il les a envoyés où? En Brière. Et ouais, les gars. En fait, c'est ça le piège du spectacle. On est tous brillants. Non, mais il y a des gens qui font non, mais si. Si, oui. Bien sûr, vous me croyez pas? Vous me croyez pas. Écoutez, je vous donne la preuve absolue qu'on est tous Briérons, qu'ils sont arrivés en Brière Adam et Ève. Quand ils arrivent, il n'y a que eux deux et 4000 ragondins. Et ils doivent perpétuer l'espèce. Et ça non plus, je vous dirai pas comment je le sais. Mais essayer de baiser un ragondin, c'est chaud. Donc, Adam et Ève sont tous les deux, donc ils ont des enfants. Puisqu'ils se reproduisent entre eux, pas con. Tu vois. Et ils ont 3 garçons. Caïn, Abel et Seth. Alors Seth, on le connaît moins parce que lui est devenu bipolaire. Parce que comme c'était le 3e, il s'appelait Seth, il a fait... Hein. Ça a été une branche, du coup ça a créé une branche parallèle un peu chelou. Et là, le dernier descendant, c'est Gérard Collomb d'ailleurs. Et... On sent j'ai encore un peu de gauche qui sont là. Dans ton cul, Collomb. Et non, oh merde. Non, celle-là, je l'assume pas trop, mais bon, ça m'a fait rire. Et donc, toujours est-il que donc,
Adam et Ève ont des garçons. Là, ils doivent encore perpétuer l'espèce. À un moment donné, comme on dit chez moi, maman est là, tu vois. Ah oui. Donc c'est comme ça, voilà. On est tous boyerons. Les gars, je suis désolé. C'est l'histoire de l'humanité. L'origine de l'humanité, c'est la Brière. J'ai envie de dire merci qui ? Merci Dieu, merci Dieu. Il y a toujours un mec qui a envie de dire merci Jackie et Michel. Non, non. Ne pas se tromper. C'est pas le même bouquin. Mais non, merci Dieu. Attends, parce que c'est vrai que sans le caprice de Dieu... Les gens qui se disent, est-ce que je ris à ça ? Est-ce que... Chérie, qu'est-ce que t'en penses ? Autant ces blagues là, où il faut faire des trucs sales avec des ragondins, c'est marrant. Mais alors ce jeu de mots là sur le fromage, je suis pas convaincu. Non, c'est vrai, non. Non, mais en plus je dis caprice de Dieu, voilà, c'est vrai. Mais sans ce caprice-là, on sera encore tous tout nus, complètement cons, à bouffer des rouleaux de printemps avec Florent Philippot. Je pense qu'on y a gagné au change. Oui, je dis caprice parce que Dieu est colérique aussi. Hein. Non, c'est vrai. Si Dieu est amour, Dieu est aussi colère. Et quand Dieu s'énerve, faut pas être là. Parce que les gens oublient souvent, on en parle, oh oui, l'arche de Noé, oh, ils sont restés, ils ont fait le voyage avec tous les animaux. Accessoirement, il a noyé tous les gens autrement. Ouais, non, ça, les gens sont là, ah oui, oh, il y avait des gros crocodiles et des orang-outans. Oui, mais il y avait aussi des gens qui étaient en train de crever sous la mer. Oui, c'est un peu les migrants de l'époque, tu vois, ils étaient tous là. Oui. Ils n'avaient pas le droit de monter dans le pneumatique de Noé. Ils étaient là, mais qu'est-ce que reste-nous. Tu vois, c'était chaud. Parce que Noé, en fait, c'est un passeur. Oui. Ah ben, les mecs qui n'avaient pas payé, ils les a laissés en bas. Hein. Il n'y a pas eu de discussion. Donc l'arche de Noé, donc, c'est quand le déluge, pendant 40 jours et 40 nuits, il pleut, donc il noie tout le monde. Donc là, Dieu est quand même vénère, tu vois, je pense qu'on peut le dire. Et pareil, Sodome et Gomorrhe. Hein, Gomorrhe, c'est la ville où tout le monde écoutait du Maître Gomes toute la journée. Et Sodome... la ville où est né Emmanuel Macron. Et donc... Oh, c'est cadeau, ça c'est cadeau. Vous le comprenez dans le sens que vous voulez, ça. Enfin, dans le sens que vous voulez. Non, c'était pas ce que je voulais dire non plus, mais... je m'égare. Donc voilà, Dieu est colère. Et d'ailleurs, les gens qui sont trop fans de lui, qui n'ont pas du tout l'esprit critique par rapport à ce qu'il a fait, comme les enfants, tu sais, les enfants battus. Vous connaissez les enfants battus ? Pas personnellement. Non, mais et en général, les enfants battus, on dit qu'ils ont plus de chances de même être batteurs. Alors pas batteurs, musiciens, évidemment. Faites un effort, s'il vous plaît. Non, ils ont plus de chances, paraît-il. Enfin, plus de chances. Plus de malchance de devenir violents à leur tour. Et finalement, les gens qui croient en Dieu, c'est peut-être la même chose. Et c'est pour ça que les intégristes religieux sont violents. Les catholiques, les croisades. Ils n'allaient pas faire bronzette, les mecs, on est d'accord. Ils allaient se faire débronzer. Il y a des chances, mais... Ils partaient pas, et non, mais ils y allaient pas trop... Bah oui, ils disaient... sauver une pelle. Non, ils y allaient avec des épées. Je veux dire, à un moment donné, il y avait un... Donc quand ils allaient faire les croisades, les Juifs en Palestine, aujourd'hui, c'est un sujet qui va détendre tout le monde, hein, je vous assure. Non, mais c'est vrai, les mecs, ils n'arrivent pas dans les villages palestiniens. Un câlin contre une maison. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est brutal, mais pareil. Toujours dans les extrémistes religieux, les musulmans, ils font le djihad. Le 11 septembre. Vous vous rappelez du 11 septembre ? Tout le monde, normalement, en général, les gens se rappellent de ce qu'ils faisaient le 11 septembre. 2001, pas tous les 11 septembre, mais le 11 septembre 2001. Moi, je me rappelle de ce que je faisais. J'ai été à la Beaujoire voir Nantes PSV Eindhoven en Ligue des Champions. Et on a gagné 4-1. Et c'est là que je me dis, le monde a vraiment changé avec le 11 septembre 2001, parce que... Alors, on n'a jamais revu la Ligue des Champions à Nantes. Hein. Par contre, le 11 septembre, les avions dans les tours... Enfin, alors ça, c'est selon la version officielle. Hein. Parce que pour mes 2 gars dans le bus, ça n'avait rien à voir. Non, pour eux, le 11 septembre, c'est pas du tout les musulmans, c'est un coup de Laforêt Immobilier. Pour faire chuter les prix à Manhattan. Ah non, ils sont bien, eux, hein, ils étaient bien, hein, je t'assure. Alors que franchement, entre nous,
On sait qui est le vrai responsable du 11 septembre. Je vous écoute. C'est Bush. C'est tout? Vous avez que ça à proposer? C'est Bigard. T'as dit quoi? Jean-Marie Bigard, c'est lui. D'accord. Ah, c'est un de mes cousins. Jean-Marie Bigard. Non, bah ok. Donc vous avez pas grand-chose. Parce que je les connais toutes les théories, je crois, sur le 11 septembre. J'en ai eu 14 000 théories. Même l'ADEME. Bah oui, mais ça c'est la version officielle, madame. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vous avez décidé de ne rien m'inspirer ce soir. Tant pis. Thomas Delaporte. T'es bien insolente, toi, dans le noir, je trouve, là. Pour information, cette sortie de secours est bloquée. Vous pouvez sortir que par là, tout à l'heure. Hein. Je te reconnaîtrai à la voix, tu hurleras mon nom. Redis-le pour voir. Thomas Delaporte. J'aime bien. Bref. En tout cas, comme vous ne m'inspirez rien, je me dois de vous avertir officiellement pour certains d'entre vous. Il reste de la plastique dans ma cave. Voilà, parce que j'y fais des coupages de cheveux hein, pour ceux qui m'inspirent rien. Et vous êtes assez nombreux ce soir. Donc oui, parce que là j'ai tous vos noms et vos adresses. C'est pour ça qu'on vous demande vos noms et vos adresses quand vous prenez des places. On s'en branle de où vous habitez pour de vrai. C'est que moi je veux savoir où vous habitez pour venir vous chercher une nuit. Donc, si ça gratte à la porte cette nuit, c'est moi. Thomas Delaporte. Ouais. Ah là là. Est-ce que t'es majeur? T'es majeur ou pas? Oui. Merde. Tant pis, laisse tomber, oublie. Non mais tu sais que ce carnet, je l'adore. Ouais, c'est bizarre comme relation. Non, j'adore ce carnet. J'ai plein de trucs de noter dedans. J'ai plein de trucs. Je note tout, je note des idées, je note voilà, je vous dis, je note vos noms, évidemment. Vos mensurations, est-ce que vous rentrez dans mon coffre, enfin ce genre de choses. Et surtout, je note aussi des citations ou des mots qui m'ont marqué ou qui m'ont aidé. Et qui surtout, là j'ai 3 citations, c'est des préceptes de vie. Et c'est des citations de gens assez connus, on va voir si vous les connaissez. Alors il paraît qu'on a le public à la hauteur de ses ambitions, donc vous devriez être brillant. Mais on verra. Première citation. Là, on sent que ça y est. Là. J'ai failli faire monter des gens pour faire Adam et Ève tout nus. Bon, moyen, mais là, on commence à rentrer dans la culture G. Les gens sont là. Vas-y, mon gars. Allez, on est 90 et on va te défoncer la gueule. Ok. La révolution sera terminée le jour où on aura pendu le dernier bureaucrate avec les tripes du dernier capitaliste, pendu lui-même avec celles du dernier bourgeois. Oui. Qui Che Guevara? Qui a dit Che Guevara? Moi. Oh. Ouais. Je vous demanderai pas comment vous appelez, monsieur. Hein? Ouais. C'est lui le grand-père dont je parlais tout à l'heure. T'es un lèche-cul, là, hein, sur ce coup-là, hein? T'essayes de te faire pardonner quelque chose? Che Guevara, exact. Che Guevara. N'empêche que Che Guevara, cette phrase, donc on va pendre, machin et tout, ça te montre le niveau d'ambition du gars. Ambitieux, quoi. Parce qu'il faut de la hauteur sous plafond pour faire un truc pareil. Ok, Che Guevara, 1 point, grâce à papa. Alors, ensuite... Ah oui. L'essentiel, ce n'est pas de gagner, mais de participer. Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin, je le savais. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis au courant. Il y a des gens qui répondent avec une arrogance, mais... Pierre de Coubertin, ils le savent pas, eux. Pierre de Coubertin, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, là voilà, les Jeux Olympiques modernes. Parce qu'à l'époque, des Jeux Olympiques anciens, les gens faisaient ça à poil. Et Pierre de Coubertin, au 19e, il s'est dit, bah non, on va mettre des justaucorps en lycra dégueux, mais au moins on sera habillé, ce sera un peu plus digne. Et donc il a relancé les Jeux Olympiques modernes. Pierre de Coubertin, c'était un baron.
qu'en termes de bagnole, moi si je suis une Punto, lui c'est un Porsche Cayenne. Je veux dire, le mec c'était gros niveau, Pierre de Coubertin. Et Pierre de Coubertin qui a lancé les Jeux Olympiques modernes. Et d'ailleurs, la devise des Jeux Olympiques est devenue la devise également d'une très très grande boîte de production qui s'appelle Marc Dorcel. Et il y a des gars là, il y a des couples, ils sont là. Non, j'ai pas rigolé, chérie, non, je sais pas du tout ce que c'est que ce Marc Dorcel. C'est pas un bijoutier ? Non. Donc Dorcel, pour ceux qui ont un doute, hein, c'est un tueur de sopalin. Et Marc Dorcel a repris la devise de l'olympisme qui est donc plus vite, plus haut, plus fort. Et on va s'arrêter sur Marc Dorcel. Et dernière citation de précepte de vie. Qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent. On est pas mal. En termes de localisation et on va dire d'époque plus ou moins. César, Alexandre le Grand, mauvaise géographie. Alexandre est macédonien, César est romain, tout le monde le sait. Stop, on s'arrête. Comment Néron ? Non. Presque. Caligula. Empereur dictateur romain. Il me semble que c'est lui d'ailleurs qui a nommé son cheval. Ouais. Finalement, est-ce que ça a beaucoup changé ? Il a nommé son cheval député. Non, tu te dis, bon, tout est possible. Hein. Maintenant, on a Aurore Berger, c'est une ânesse. Qu'est-ce que tu veux, c'est à peu près la même chose. Ceci étant dit... Non, donc qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent. Caligula, moi j'adore les empereurs romains. Je suis assez fan des empereurs romains. Je trouve qu'en termes de mégalomanie, déjà, ils ont mis la barre tellement haut, les mecs. Parce que toi, aujourd'hui, tu peux faire 10 000 selfies avec ton téléphone dans la journée. Ça fait vachement bien, ça. Mais eux, tellement mégalos, ils avaient des bustes d'eux-mêmes. Dans leur salon, dans leur chambre, partout, dans la ville. C'est classe, quoi. Moi, je m'en suis fait faire un, je l'ai mis dans mes toilettes. C'est assez angoissant pour les gens qui vont pisser, par contre. Ils sont là, tu me regardes. Mais j'adore les empereurs romains. Et mon préféré, moi, c'est Néron. Néron était empereur comédien. Et ouais, il s'est pas fait chier, le gars. Il s'est dit, tiens, je vais faire les deux. Il avait fait bâtir un théâtre à Rome qui s'appelait le Néron Comedy Club. Et il faisait du stand-up en latin. Il faisait des blagues en latin. Il faisait du stand-upum, d'ailleurs, comme on disait. Si t'as fait latin, tu le sais normalement. Il faisait du stand-upum et il arrivait avec son micro en marbre. Donc il avait des biceps dans... Ouais. Il faisait Veni, Vidi, Vici. Rosé, Rosam. Et là, voilà, ceux qui ont fait latin rigolent et les autres n'ont rien compris. Et c'est sa punchline, enfin, la punchline nous, pardon, pour être très exact. Et de toute façon, Néron, il avait créé un concept par rapport à ses spectacles. C'est qu'il faisait fermer les portes du théâtre à clé pour pas que les gens se barrent pendant le spectacle. Comme ça, il était sûr qu'ils restaient jusqu'au bout. Et s'ils essayaient quand même de sortir par une fenêtre, parce qu'à l'époque, les fenêtres n'avaient pas de vitres. Donc c'est plus simple de sortir quand même. Tu pouvais, parce que c'était un trou, quoi. Donc tu pouvais y aller. Et quand les gens essayaient de sortir, il y avait des gardes armés qui tuaient les gens qui essayaient de sortir. Non, j'ai pas encore le budget. Mais ça viendra. J'y compte bien. Ah, ok. Pas mal sur les citations. Vous êtes pas mal, hein. En même temps, vu le nombre que vous êtes, heureusement. C'est vrai. Donc bravo, l'équipe bleue a gagné. Vous êtes l'équipe bleue, en fait. Hein, parce que si on fait plusieurs équipes, il y en a qui vont être à zéro très vite. Alors, j'ai pris un mot que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je ne connaissais pas ce mot. J'ai ouvert le dictionnaire, je ne connaissais pas ce mot. On va voir si vous le connaissez. Pyogène. P-Y. Non, mais, ouais. Alors, P-Y-O-G-E accent grave N-E. Pyogène. C'est un nom commun. Alors, ceux qui savent pas, faites pas, genre... Attends, ça je l'ai su. Non. Vu le mot que c'est, non. Soit tu sais, soit tu sais pas. Il y a toujours des gens qui font ça. Attends, alors, pio. Alors, attends, parce que je me rappelle de mes cours de latin. Ça vient du grec, déjà. Pyogène, personne ? C'est du pu. Qui a dit ça ? C'est moi. Oh, un calme, une sérénité, beaucoup plus modeste. Hein ?
Ah, c'est du pu, c'est-à-dire? Ouais, ça doit générer du pu. Vous faites quoi dans la vie? C'est ça. Ben, j'espère, parce que... Sinon, j'aimerais bien savoir quand vous le savez. Vous êtes atteint de pyogénie. D'accord. Vous êtes dans le médical, un truc comme ça? D'accord. Bravo. On peut applaudir, madame. Bravo. Voilà, pyogène qui favorise la formation de pus. C'est ça la définition exacte, mais je vous ai fait applaudir, faites pas la gueule, ça va. Oh, les gens en veulent toujours plus, hein. Tu donnes ça, ils veulent oui. Bah, vous voulez pas qu'ils se lèvent aussi? Oh, bah oui, attends, qui est debout depuis 1h30? Bon, alors. Donc, pyogène, voilà. Alors, j'ai regardé aussi, du coup, dans le dictionnaire, par extension, j'ai regardé ce qu'il disait sur les villes, enfin, dans les noms propres. Voilà. Et donc, j'ai regardé ce qu'il disait sur Nantes, parce que moi, je suis de Nantes, hein. Maintenant, je vis à Nantes et tout, je suis plus en Brière, donc que disent-ils? Voilà, Nantes, voilà. Nantes, alors Nantes, il y a plein de trucs sur Nantes, évidemment. On a été 8 fois champion de France, quand même. Dans un autre siècle. Et alors, Nantes, on a plein de choses, et surtout, on a 3 grandes spécialités nantaises. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais on va voir. Alors, on a le commerce triangulaire. Quelque part, c'est la première fois que quelqu'un a lancé le all-inclusive. Je crois que... C'est-à-dire que c'était tous inclus dans une cale, donc c'est comme ça que ça marchait. Donc, on a les berlingots nantais. Vous connaissez les berlingots? Les berlingots. C'est pas le bonbon le plus con du monde, ça? C'est un truc à sucer qui a une forme de pyramide. À quel moment c'est pratique de sucer une pyramide? Pas quel est le connard qui a inventé ça. Tous les autres font des trucs plats ou en longueur. Hein. Alors, j'ai fait une pyramide, blaireau. Et alors le dernier, quand même, c'est vrai que c'est notre spécialité, c'est plutôt récente, mais on est rentré quand même dans le top 10, je crois. La disparition mystérieuse de familles entières. Ça, c'est... Et alors ah ouais, on peut être fier de ça. Alors, j'ai regardé ce qu'ils disaient sur Mauves-sur-Loire. Alors déjà, Mauves, on m'a dit, tu vas à Mauves. Je me suis dit, alors, est-ce que les habitants sont violets? Est-ce qu'on les appelle les violets ou les prunes? Je me suis dit, est-ce qu'il y a une dénomination par rapport à ça? Après, je me suis dit, non, ça n'a pas de sens. Mauve, la logique voudrait que ce soit les mauvais. Et si t'es pas bon à Mauve, t'es un mauvais. Alors je me suis dit, voilà, galère. Et non, en fait, ce sont les Malviens et les Malviennes, c'est ça? Non, c'est une question, en fait. Pour une fois que je vous pose une question et que c'est pas moi qui vous donne un peu quelque chose. Alors... Oh là là. Donc les Malviennes, ok. Le maire, Madame le maire. Claudine? Elle est là, Claudine Chevalreau ou pas? Elle est là. On peut applaudir. Oui, parce que... Attends. Moi, j'ai joué à Paris. Elle était pas là, hein. Alors qu'excuse-moi, c'est quand même plus simple. Il n'y a pas de métro, il n'y a pas de bus à Mauves, hein. Et elle a réussi à venir jusque-là. Alors que Anne Hidalgo n'est jamais venue me voir. Je le dis juste, donc bravo Claudine. Claudine, vous êtes d'hiver gauche. C'est-à-dire... Alors vous me direz, d'hiver gauche, ça indique quand même une direction. Parce qu'avant, Jean-François Retière, est-ce qu'il est là? Visiblement non, mais lui, il était sans étiquette. Ce qui n'est pas pratique pour les lessives, déjà. Et accessoirement, voilà, ce qui était un peu moins clair. D'accord, vous êtes DVG. C'est ce qu'ils mettent dans le... Oui, c'est ce qu'ils mettent. Et en même temps, je me dis, bah voilà, d'hiver gauche, sans étiquette. Le château, dans le coin, c'est le château de la Droitière. Je pense qu'il y a une forme de cohérence locale. Et cette ville de Mauves a une particularité méconnue. C'est ici... Alors attendez, que je relise quand même, parce que... Voilà. C'est ici, le 7 septembre 2018 précisément, que le public de la salle du Vallon fit comprendre à l'humoriste Thomas Delaporte qu'il n'aurait pas besoin de coucher pour devenir dictateur, en lui réservant sa plus belle ovation. C'est la lutte sociale contre nous et demain. L'hôtel national sera
Restez assis, restez assis. J'adore faire ça, ça me fait tellement marrer. Merci beaucoup. Je vais vous demander d'abord d'applaudir Yvonique à la technique. Yvonique à la technique. Parce que le mec doit envoyer un son au début, faire un noir au milieu et envoyer un son à la fin. Et il a été... Ouais, mais parce que quand il y a plein de tops, les mecs sont là. Ouais, c'est bon. Là, il est là. Oh putain, il fait la chanson avec la mamie. Tu vois, donc faut être... Voilà, donc bravo vraiment encore. Merci beaucoup. Alors, je dois remercier plein de gens. Je dois vraiment remercier plein de gens. C'est le moment un peu plus formel. Je remercie la municipalité, Claudine. Mais même, enfin voilà, la municipalité de Mauves qui m'a prêté en résidence, je n'ai pas les bons mots, mais cette salle du Vallon toute la semaine pour arriver à ce spectacle de ce soir. Donc vraiment, on peut vraiment les applaudir. Vraiment, parce que... C'est assez rare pour être signalé, voilà. Donc voilà. Arthur qui faisait la capta, vous pouvez l'applaudir aussi, Arthur, là, qui faisait la captation. Vraiment, je remercie donc la municipalité. Je remercie plus particulièrement les gens avec qui j'étais en contact pour organiser ça. Jean-Louis, qui est là. Voilà. Vous pouvez l'applaudir. Emmanuel, qui est là. Emmanuel, là. Ça m'excite à chaque fois que je dis ce prénom, c'est dingue. C'est pas physique, hein, rassure-toi, mais... Pourquoi vous avez mis les chaudasses en haut, sans déconner? Vous êtes des oufs. C'est pas contre vous, hein. Merci. Oh, moi, je prends tous les âges, hein, je veux dire... de 7 à 77, comme on dit dans le... On dit ça nulle part, d'ailleurs. Enfin, si, dans les jeux de société. Au Monopoly, par exemple. Bref, on s'en fout. Où en étais-je? Emmanuel. On remercie, merci, d'accord. Eh ben, dis donc, il y en a qui ont suivi le spectacle. Je crois qu'il en a un remerciement, là, non? Donc, j'ai remercié Manu, j'ai remercié Mo. Ah oui, c'est bizarre, hein, du coup, il n'y a qu'une seule syllabe. Les gens sont là, Mo. Non, j'ai remercié Mo, qui me manage, qui fait plein de trucs top pour moi, donc vous pouvez l'applaudir. Je ne vais pas en parler trop parce qu'il n'aime pas qu'on parle de lui. C'est un homme sans ego qui se met au service de gens qui en ont beaucoup trop, donc je pense qu'on se rééquilibre avec lui. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, NSA. Ça, on a tous un profil NSA, donc on peut se retrouver normalement. Il faut s'envoyer des demandes de connexion. C'est mieux que LinkedIn, qui est quand même un réseau social bien chelou, ça aussi. LinkedIn. Qui est sur LinkedIn? Déjà, qui comprend? Qui sait le dire? T'as LinkedIn, LinkedIn, ta gueule. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ça? Donc LinkedIn, on peut se retrouver sur tous les réseaux sociaux. Vraiment, je suis partout, donc n'hésitez pas. Sur YouTube, vous pouvez liker. Je fais des vidéos, je fais des trucs. Sur Mythique. Je pense que plus tu montes, plus t'es lâche quand même, hein. Parce que devant, il y en a pas un qui la ramène. Hein. Ouais, ça tente vite fait 2-3 trucs là, mais ça reste soft. Et là, ouais, Thomas de la Porte sur Mythique. Adopte un mec. Et bref. Non, je vais vous remercier vous d'être venus parce que je vais vous remercier vous parce que vous avez été le meilleur. Laisse-moi finir, tu sais pas où je vais. Je vous trouve bien sûr de vous sur ce coup-là. Vous avez été le meilleur public que j'ai jamais eu ce soir. Ce qui est déjà pas mal. Je vous retrouve juste après pour qu'on boive un verre. Et une fois que tout ça sera fait, rentrez bien.
Prenez soin de vous. Et surtout, riez sans concession. Je suis un président issu d'une dynastie. Avant moi, mon papa terrorisait la Syrie, mais c'est moi le pire. Si tu me contestes, je t'envoie mes soldats. Si tu manifestes, je bombarde chez toi avec le sourire. Moi, j'aime voir mourir avec le sourire. Je suis bien aidé par Poutine, mon ami. Il a l'expérience, il s'est fait la Tchétchénie et ça l'a fait jouir. Il est sans pitié avec tous ces gens-là, femmes ou enfants ou mecs du front Al-Nosra. Il veut les pourrir avec grand plaisir, il veut les pourrir.